La libération des prix industriels, première réaction, Edmond Maire, invité de notre journal. Cannes 78, Palme d'or à l'Italie pour L'Arbre au sabot. Isabelle Huppert, prix d'interprétation féminine. 10 ans de contraception, le bilan, Martine-Alain Regnault. Internationaux de France, surprise, François Geoffrey, éliminé. Messieurs, bonsoir. Triomphe italien au Festival de Cannes, la Palme d'or pour L'Arbre au sabot de Ermanno Olmi et le prix spécial du jury à Marco Ferreri pour Rêve de singe. C'est un joli succès que vont se tailler donc ce soir nos voisins italiens lors de la remise des prix, retransmise en direct et intégralement par Antenne 2, donc tout de suite après ce journal. Voilà enfin un palmarès qui ne fait gronder personne, d'autant que les Français et les Américains ont aussi été primés. Les Américains pour le prix d'interprétation masculine, l'Américain Jon Voight. Les Américains encore, ex aequo avec les Français cette fois-ci, pour les meilleures actrices, Jill Clayburgh dans Une femme libre, ainsi que Isabelle Huppert pour Violette Nozière. Alors tout de suite, les grands moments de ces meilleurs films de la compétition, avec d'abord L'Arbre à sabot, un film assez étonnant. L'Arbre au sabot a été inspiré à Ermanno Olmi par les chroniques paysannes que lui racontait dans sa jeunesse sa grand-mère. Il l'a tourné tenant lui-même la caméra et faisant le montage des images dans sa propre maison à la campagne. Il a mis, dit-il, dans son film le souvenir, le respect et l'affection qu'il éprouve pour un monde paysan fait de pratiques religieuses, de rituels magiques et de fêtes païennes. Grazie gentili signori, grazie gentilissime signore. Uscite contentessa, fanno via la tristezza. Grazie nonno, grazie. Buona fortuna. Jon Voight, 40 ans, on l'a vu dans Délivrance et Macadam Cowboy. Il a commencé comme décorateur avant de faire du théâtre et puis du cinéma. What am I allowed to do? The old Girl Scout instinct's coming. Yep. Sit down. Sit down. Jill Clayburgh, 34 ans, sa mère était secrétaire d'un producteur de théâtre. Elle a d'abord fait du théâtre et de la télévision. Ses premiers films ont été des échecs commerciaux. Portnoy Complaint, on l'a vu cette année dans Transamerica Express. Vicious. Honest. Driving me crazy. Isabelle Huppert, dans Violette Nozière, on la voit petite fille et adulte. Ses meilleurs films, Dupont-la-Joie, Le juge et l'assassin, La dentelière, pour lequel elle faillit avoir le prix l'année dernière. Ah, bonjour ma fille. Oh bah écoute, tu m'as fait tomber ma boucle d'oreille, tiens. Laisse, je vais chercher. Occupe-toi de ta fille. Nous, quelques lauréats. France Roche n'est pas une de ces lauréates, mais à côté d'elle, Marco Isabelle Ferreri, Huppert. comme Isabelle Ermanno Huppert. Olmi ne parle pas français, peut-être vous pourriez nous parler de lui. Oui. Je sais qu'il a fait 9 films, qu'il a fait beaucoup de documentaires, j'ai dit 30 ou on me dit 45. Oui. Je l'aime comme un bon metteur en scène, mais surtout je l'aime pourquoi c'est un monsieur très honnête. Et après je l'aime pourquoi on a l'origine de tous les deux du nord de l'Italie. On vient du même pays. Lui vit à la campagne toute l'année, vous pas. Ça, qu'est-ce qu'il veut dire s'il vit à la campagne toute l'année? Il vit à la campagne toute l'année, il fait ses films à la campagne. Oui, alors? Rien, c'est une différence. Ah, bon. C'est un metteur en scène tout à fait particulier. On n'a jamais vu un seul metteur en scène au monde qui faisait ses films à la campagne.
Il y a France Roche. Non, il y a d'autres qui font dans la mer. Il y a beaucoup de gens qui font sur la mer. France Roche. Lui, la campagne, autre sur la mer et moi, la ville. France Roche. Ça, c'est pas déterminant. France Roche. Quant à Isabelle Huppert, l'année dernière, elle est rentrée finalement pas le cœur brisé du tout. Et cette année, Je suis très contente. c'était une répétition. Oui. Isabelle Huppert, Violette vous m'entendez? Nozière, vous avez dit que vous l'aimiez beaucoup. Oui, oui. C'était quand même une parricide. Oui, mais je l'aimais beaucoup. Pour la jouer, il fallait beaucoup l'aimer. Et pour vous, qu'est-ce que c'était? Pourquoi avait-elle tué ses parents? C'était un meurtre rituel. Elle les a tués parce qu'il fallait qu'elle les tue pour vivre. Voilà, rendez-vous donc à 20h35 pour la cérémonie des prix, je vous le répète, en direct sur Antenne 2. Encore de prix que nous allons maintenant parler, mais de prix libérés. Jour J-2 en effet pour les produits industriels qui vont progressivement, à partir d'après-demain et jusqu'au 15 octobre, retrouver leur liberté. Ainsi en a décidé le comité des prix, à l'occasion duquel René Monory a confirmé l'indice de 1,1% pour le mois d'avril. Nous vous en avons parlé hier. Alors évidemment, cette libération des prix industriels ne devrait pas, bien au contraire, contribuer à calmer l'inflation, mais c'est une arme essentielle de la nouvelle politique du gouvernement depuis les élections, le retour à une vérité des prix, aussi bien dans les tarifs publics que dans les produits industriels. Ces bâtiments sans grâce sur les bords de la Seine ont le même âge que le contrôle des prix, c'est-à-dire qu'ils ont été construits vers la fin de la guerre. Ils abritent des services que les industriels et les commerçants connaissent bien, ceux de la direction de la concurrence et des prix. Le quai Branly, comme disent les initiés. À partir de lundi prochain, les industriels n'auront plus besoin de venir à cette adresse pour demander à l'administration l'autorisation d'augmenter leurs prix. Un premier groupe d'industriels sera parfaitement libre de pratiquer les prix qu'il veut. Ensuite, tous les 2 ou 3 jours, le ministère de l'économie annoncera un nouveau train de libéralisation des prix. Par exemple, le 15 juin, ce sera au tour des automobiles. Et à la mi-octobre, eh bien, tous les prix industriels français seront libres. Alors, à ce moment-là, ce ne seront plus les directives de l'administration qui devront empêcher les étiquettes d'avoir la fièvre, mais bien la concurrence entre les marques et les différents produits. Je vous propose maintenant de voir concrètement les conséquences que devrait avoir ce retour à la liberté des prix, inconnu depuis la libération, en suivant 3 secteurs précis avec Jacques Merlino. Ce tarif des prix faisant mention d'un engagement de modération, eh bien, c'est fini. Jusqu'à présent, les industriels devaient 2 fois par an soumettre leurs demandes de hausse de prix à l'administration. C'est cela qui est supprimé aujourd'hui. Mais si ce bouleversement inquiète quelque peu les consommateurs, il ne convainc pas tous les patrons. Échaudés par de précédentes expériences, ils souhaitent que cette fois la libération soit définitive. Et à mon sens, il faudrait déjà qu'on lève une certaine suspicion. Parce qu'en 1976, nous avons eu une liberté des prix qui a dû durer environ 3 mois et demi et qui, en fait, a été suspendue dès le mois de septembre par le plan Barre. Alors vous comprendrez que les industriels qui, à cette époque-là, par civisme par exemple, avaient différé leur hausse, se sont vus refuser ensuite l'application de ces hausses au mois de septembre, soient tous un petit peu traumatisés. Nous avons besoin d'y voir clair. D'abord, nous avons à réexaminer nos prix de revient, mais il est bien certain que sur certains articles, pourquoi pas, nous allons faire une baisse, et sur d'autres, nous allons ajuster nos prix en fonction des prix de revient. Y aura-t-il au bout du compte une forte hausse des prix à la consommation? Il est trop tôt pour le dire. Seule certitude, c'est la concurrence qui jouera dorénavant le rôle essentiel. Pour les produits blancs, par exemple, réfrigérateurs ou machines à laver, augmenter les prix conduirait à perdre un marché où déjà les fabricants italiens sont bien implantés. Nous aurons des produits qui vraisemblablement ne hausseront pas et nous envisageons pour d'autres des hausses de l'ordre de 3%. Je dois vous dire d'ailleurs que nous sommes dans une branche qui est largement ouverte à la concurrence extérieure et où si nous voulons à la fois vendre sur nos marchés intérieurs et vendre à l'exportation, nous sommes conduits à avoir des prix qui soient au niveau international, c'est-à-dire qui soient relativement bas et par conséquent nous subissons de plein fouet et en permanence cette concurrence. Par contre, pour tous les produits peu soumis à la concurrence, les hausses peuvent être importantes. Il en sera ainsi par exemple pour le ciment, dont le marché est morcelé en une série de petits monopoles régionaux. La concurrence ne jouera donc ici qu'un rôle tout à fait mineur. Dans le cadre des engagements de modération, on avait des systèmes dans lesquels le prix augmentait en moyenne sur l'ensemble du territoire d'un même pourcentage. Et donc, pour l'augmenter un peu plus quelque part, il fallait l'augmenter un peu moins ailleurs, ce qui posait des problèmes d'équilibre difficiles.
Là, chaque société, en fonction du prix de revient de chacune de ces usines, augmentera son prix de façon différente suivant les régions et suivant les produits. Et c'est en vérité une révolution économique qui va se dérouler derrière ces étiquettes. Une révolution qui devra se traduire par des comportements tout à fait nouveaux des industriels. Après 30 ans de contrôle et de surveillance, ils retrouvent aujourd'hui la liberté de gestion. Et il leur appartient de faire la preuve qu'ils sont de bons gestionnaires. Évidemment, il n'est pas sûr que tous les industriels profitent de ce retour à la liberté des prix pour augmenter ces prix. Nous avons vu que certains d'entre eux moduleront leur hausse et baisseront les prix de quelques produits, mais tout de même, la tendance générale ira obligatoirement à l'augmentation. Et dans ces conditions, on se demande aussi si les syndicalistes ne vont pas en profiter pour rappeler quelques revendications de salaire, Edmond Maire. Écoutez, d'abord, il faut juger cette opération de libération des prix. À notre avis, cela va faire peser un coût économique et social insupportable dans notre pays. Un coût économique d'abord, parce qu'il y a un argument officiel. On nous dit que la compétition internationale va limiter les hausses des prix industriels. Ce n'est pas vrai. Quand il y a 3 ans, on a libéré les prix industriels de l'automobile, ces prix ont augmenté malgré la concurrence de 40% en 2 ans. Mais en fait, ce que veut le gouvernement Barre, c'est éviter le dérapage des prix en freinant l'activité économique. Alors il serre le crédit, le budget, et surtout il veut peser sur les salaires. Ça, c'est pour le niveau économique. Vous ne pensez pas quand même que sur le plan social, on va pouvoir aller vers des discussions qui vont changer de thème? Est-ce que, par exemple, vous allez pouvoir répondre à la lettre de François Serra qui vous invite à la négociation en pensant que les patrons, eux, ont les mains moins liées qu'auparavant? Il est évident que nous ne voulons pas que la porte des négociations que nous avons eu tant de mal à entrouvrir soit immédiatement refermée. Mais le carcan qui va peser sur les négociations sociales est extrêmement important. Car en fait, il va y avoir hausse des prix générale et stagnation de l'activité économique. Ce qui veut dire aggravation des problèmes du chômage. Les 11 000 aujourd'hui qui se trouvent à la porte de chez Boussac vont être encore beaucoup plus nombreux demain. Et surtout, les négociations vont être étroitement enserrées dans un carcan. Et il nous semble qu'en fait, le fait nouveau de la toute dernière période, de la dernière semaine, c'est le réveil des luttes sociales. Il y a, et c'était inévitable, face au retard des problèmes sociaux dans notre pays, il y a un réveil, il y a un début de mobilisation dans bien des branches. Il y aura une grève de la santé le 1er juin, une grève de l'EGF le 1er juin si le gouvernement ne retire pas son projet de loi sur les nationalisations, mais surtout il y a dans de multiples entreprises une pression qui s'organise. Est-ce que ce soir dans ce journal vous nous annoncez un été chaud ou un automne chaud pour reprendre les clichés habituels? Je ne vous annonce rien pour l'avenir, je vous dis il y a un fait nouveau. Il y a un réveil, l'attentisme, le climat post-électoral est dépassé, les négociations qui vont s'ouvrir doivent s'ouvrir avec une pression nettement accrue, et c'est nécessaire car face à ce carcan mis par la libération des prix industriels sur l'activité économique et sur les négociations, il faut une très forte pression pour que les négociations soient positives. Je vous remercie, mon maire. Mise en règlement judiciaire du groupe Boussac, ainsi en a décidé le tribunal de commerce de Paris. 3 syndics ont été nommés. Nous aurons l'occasion très rapidement de vous montrer les conséquences que cela peut avoir sur les travailleurs de chez Boussac. Et puis toujours dans ce dossier, la critique du communiste André Lajoigny qui s'est élevé contre la politique gouvernementale. Une politique, a-t-il dit, qui s'attaque au pouvoir d'achat des travailleurs par la hausse des prix et par la pression sur les salaires. Une sorte de répétition aujourd'hui au Sénat du débat qui se déroulera le 7 juin à l'Assemblée nationale à propos du renforcement du monopole radio-télévisé. Vous savez que le gouvernement y défendra un texte qui prévoit des sanctions pour toute infraction des radios libres notamment, un projet qui sera combattu par les socialistes et les communistes, qui l'ont dit d'ores et déjà, un projet qui sera aussi peut-être difficilement admis au Sénat également, puisqu'aujourd'hui, à l'occasion d'une question du sénateur Jean Cluzel, on a remarqué une véritable offensive en faveur des radios locales, et même en certains cas, Brigitte Gros par exemple, en faveur des radios libres. Réponse du ministre de la Communication, Jean-Philippe Leca, que nous entendrons dans ce dernier journal, ainsi que Jean Cluzel. Il n'y a pas de contradiction entre une société libérale comme la nôtre et la nécessité d'une organisation dans le cadre du monopole. La politique étrangère maintenant, avec d'abord cette information à prendre au conditionnel et qui est véritablement alarmante. Selon le président Mobutu, les otages européens qui étaient détenus au Zaïre par les rebelles ont tous été liquidés. D'après le chef de l'État zaïrois, cela serait passé samedi dernier en pleine brousse. Hommes, femmes et enfants auraient été abattus par les rebelles katangais. Mais le général Mobutu ne peut pas donner le nombre précis d'otages et nous ne sommes pas sûrs qu'il se trouvait parmi eux des ressortissants français. Il manque encore 44 civils français à l'appel et c'est pour ça qu'une des 4 compagnies du 2e REP est restée à Kolwezi.
pour essayer de retrouver précisément les disparus, ce qui prouve bien qu'il y a encore de l'espoir. Le Zaïre, voilà donc un des sujets de la conversation qu'ont eu tout à l'heure le roi Khaled et le président Giscard d'Estaing pendant toute la matinée et durant un déjeuner de travail. Et puis, tout à l'heure, à 18h30 exactement, à l'hôtel Crillon à Paris, a commencé la réception offerte par le roi Khaled pour répondre au dîner de 150 couverts offert hier soir à Versailles par le président Giscard d'Estaing. Le chef de l'État français et le souverain saoudien se sont donc entretenus aujourd'hui de grands problèmes d'actualité, l'Afrique, le Proche-Orient, la paix. Les problèmes d'armement et de coopération technique ont également fait l'objet de conversations entre les deux ministres de la Défense, le prince Sultan et M. Yvon Bourges. Cette fois, le vent froid vient de l'Ouest. Hier, à la télévision américaine, Zbigniew Brzezinski, le conseiller de Jimmy Carter pour la sécurité, s'est mis en colère. Il a accusé l'Union soviétique de développer une campagne anti-américaine dans le monde. Il a également accusé les Russes et Cuba d'intervention en Afrique et au Zaïre. Et cela, a ajouté le conseiller américain, l'URSS et Cuba le paieront. Enfin, il a également accusé les soviétiques de masser des troupes à la frontière chinoise. Filmé dimanche, vous allez voir le visage d'un homme traqué entre deux gardiens, Ali Swali, l'ex-président des Comores, renversé par un coup d'État le 13 mai dernier. Il n'a plus que quelques heures à vivre, il sera abattu le soir même au cours d'une tentative d'évasion. Swali s'était rendu coupable de nombreuses exactions contre la population comorienne et c'est un coup d'État auquel ont participé des mercenaires français qui a changé le cap aux Comores. Une épave retournée au large des côtes britanniques, celle du pétrolier grec Eleni 5, échoué depuis 3 semaines au large des côtes de Norfolk. L'épave contient 1 millier de tonnes de pétrole brut et vous allez voir comment les torpilleurs de Sa Majesté s'en sont débarrassés. Réclusion criminelle à perpétuité, c'est le réquisitoire de l'avocat général contre Gérard Trudin, soupçonné d'avoir tué sa maîtresse et son enfant. Cependant, pour les jurés d'Orléans, l'avocat général a ajouté « Si vous avez un doute, vous devez acquitter Trudin ». Verdict dans la soirée, le compte-rendu de l'audience par Paul Lefebvre vers 23h30. Jacques Mestrine, toujours introuvable, après avoir semé ses poursuivants en descendant la Seine, le gangster a disparu dans une région qu'il connaît bien, le nord-ouest de Paris. Mais l'homme est, je vous le rappelle, blessé et il paraît aux abois. Le pyjama d'enfant que je vais défaire devant vous est dangereux car il a été traité pour être inifugé avec un produit cancérigène, le tris. C'est la vie, l'émission de Noël ma mère vous l'a révélé hier. Ce produit pénètre dans l'organisme par 5 contacts et provoquerait des tumeurs cancéreuses sur les reins. Le ministère de la Santé vient de demander au ministère de l'Économie de suspendre l'importation de ce vêtement en attendant le résultat de l'analyse. Une précision importante toutefois, le tris n'est pas utilisé en France pour les vêtements. Ce pyjama a été fabriqué aux États-Unis. En revanche, on utilise le tris en France pour inifuger certains revêtements muraux. Ça fait 10 ans que les femmes utilisent des méthodes contraceptives. Et aujourd'hui, les pionniers de la contraception se sont réunis à Paris pour faire le point. Première constatation, le nombre des utilisatrices a été multiplié par 20. En 68, elles étaient 200 000. En 78, près de 4 millions. Alors, est-ce que c'est suffisant, Martina Henriot? Je n'ose pas dire que c'est trop peu, je dirais que c'est très peu malgré tout, car le nombre des femmes en âge de procréer est de 12 millions, c'est-à-dire que 2 femmes sur 3 n'ont pas encore recours à la contraception. Vous avez l'impression que le remboursement par la sécurité sociale a vraiment changé les choses? Ah, j'ai posé la question, alors ça a été un boom spectaculaire au moment où la loi est passée, et puis très rapidement, le chiffre est devenu stagnant, 2 femmes sur 3 n'ont pas recours à la contraception. Est-ce que d'après vos enquêtes, la pilule paraît toujours la meilleure méthode de contraception? Elle n'est pas idéale du tout, mais elle est très supportable et elle fait encore 25% du marché. Mais la pilule est intéressante pour des femmes à un âge donné, pas pour la très très jeune fille, et pas tout à fait pour la femme âgée qui a plus recours au stérilet et quand ce sera permis à la stérilisation. Alors justement, la pilule en vente libre, est-ce que ça vous paraît concevable? Alors on en a parlé aussi. Normalement, ça devrait être inconcevable parce que la pilule a des contre-indications, elle a besoin d'une surveillance médicale constante, mais en réalité, puisque les médecins sont mal informés, on s'est demandé à un moment si ça n'était pas nécessaire. Mais c'est quand même l'occasion d'un bilan médical. Il faut simplement que les médecins soient mieux informés et bien indiquer la pilule. Dernier mot, parce que ça nous intéresse, la pilule pour les hommes, ça vous paraît pour demain? Rien de nouveau pour l'instant, mais pas seulement pour des raisons techniques. Eh ben, c'est dommage.
Sport maintenant, avec cette lente montée du suspense qui va entourer toute la durée de la Coupe du Monde de football. Nous voilà à 2 jours du match d'ouverture, Pologne-Allemagne, retransmis sur Antenne 2 à partir de 20 h. Et j'en profite pour vous dire que le journal aura donc lieu à cette occasion à 19 h 20, jeudi donc. Le lendemain, eh bien, ce sera le grand jour pour l'équipe de France. Le premier match contre l'Italie. Le moral des tricolores est excellent, mais la forme de certains laisse à désirer, ainsi Dominique Battenet. En revanche, Marius Trésor, lui, va beaucoup mieux. Rendez-vous avec toute notre équipe des sports à 22 h. Et les jours suivants, c'est un rendez-vous quotidien que nous aurons avec eux à 20 h 30, un carrefour spécial Argentine. Dans le foisonnement des revues consacrées au football, la dernière née, Football Hebdo, avec en couverture, vous le voyez, 2 générations de footballeurs, Juste Fontaine et Michel Platini. En cyclisme, première étape du Dauphiné Libéré, elle a été remportée par le Français Maurice Le Guillou. Il prend le maillot or et bleu de leader à la place du Hollandais Kuiper. Puis il y avait beaucoup de soleil aujourd'hui à Roland-Garros pour la 2e journée des internationaux de France. Et une surprise, l'élimination de François Geoffrey au premier tour par son jeune compatriote Gilles Morton en 4-7. Le résumé de la journée, Jean-Marc. C'est la première surprise de ces internationaux du cinquantenaire. François Geoffrey, au fond du cours, numéro 1 au classement et qui dominait le tennis français ces dernières années, a été battu par Gilles Moreton, un bel athlète de 1,90 m, 20 ans, compagnon d'entraînement de Yannick Noah et classé 20e joueur français. Défaite de Geoffrey en 4-7, 6-7, 6-3, 6-3, 6-4. L'Australien Phil Dent, demi-finaliste l'an dernier et tête de série numéro 12, a été éliminé par le champion noir américain Arthur Ashe. Sur un cours relativement rapide, Arthur Ashe a fait une brillante réapparition à Roland-Garros. Balle de match ici. Annette et victoire par 6-4, 6-1, 6-2. Sur le court central, Villas, le gaucher argentin au service, tenant du titre, a exécuté en 3-7 le néo-zélandais Parun 6-0, 6-4, 6-0. Victoire trop facile pour savoir si le cogneur argentin, roi du lift comme John Borg, qui fera ses débuts demain, est en mesure de renouveler son succès de l'an dernier. Toujours sur le court central, le match du jour opposait l'Espagnol Manuel Orantes, au fond, finaliste en 1974, au Hollandais Tom Hocker. Accroché au premier set, Orantes, qui ne paraissait pas souffrir du dos, a gagné en 4-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2. En fin d'après-midi, le jeune espoir français Yannick Noah, de dos, faisait ses grands débuts sur le central de Roland-Garros. Premier examen réussi, devant, il est vrai, un adversaire à sa portée, Alvaro Fillol, frère du champion chilien Jaime Fillol. Noah vainqueur en 3-7, 6-2, 6-3, 6-3. Yannick Noah rencontrera au 2e tour Gilles Moreton, précisément, et l'adversaire